Le progrès le plus important est que l'économie russe est dans un état désastreux, comme vous le savez. Elle s'effondre. Ça n'était pas arrivé depuis 7 ans, mais ça y est, le gouvernement fédéral américain est à l'arrêt. Le shutdown a commencé juste après minuit, heure de Washington, faute de consensus sur le financement du gouvernement pour 7 semaines supplémentaires. Ce que je veux dire par mise à l'arrêt, eh bien, nous ne pouvons pas faire fonctionner le gouvernement sans budget. Ce soir, à minuit, notre budget actuel arrive à expiration. Cette fois, c'est Donald Trump qui s'y met. L'économie russe est à ça de s'effondrer, vraiment à ça de s'effondrer. Il faut juste un peu, sinon c'est même déjà pratiquement effondré. Écoutons ce qui se passe. Si vous entendez quelqu'un faire des déclarations haut et fort sur l'économie russe et qui serait apparemment sur le point de s'effondrer, vous ne pouvez pas vous y tromper. C'est toujours un dirigeant occidental. Cette fois, c'est bien Donald Trump, lors de la réunion avec le chef du régime de Kiev, Volodymyr Zelensky à New York, qui a montré à nouveau qu'il était évidemment plus au courant des affaires internes de la Russie que les autorités russes. Le progrès le plus important est que l'économie russe est dans un état désastreux, comme vous le savez. Vraiment, vous avez entendu, vraiment, on pousse un peu. C'est terminé. Elle s'effondre. Quelques jours auparavant, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en annonçant le 19e paquet de sanctions anti-russes, a aussi rendu son verdict sur l'économie russe. Nos sanctions affectent gravement l'économie russe. Le taux d'intérêt est de 17 %. L'inflation reste élevée. L'accès de la Russie aux finances et aux revenus diminue constamment. Surchauffée, l'économie de guerre russe arrive à ses limites. En attendant, l'économie de guerre de la Russie arrive à ses limites depuis 2022. Avant 2022, même, c'était déjà à ses limites. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu une économie qui a une limite éternelle. Ça a ses limites. Chaque jour, chaque seconde, chaque microseconde, ça a ses limites, mais ça ne tombe jamais. Comment? Avant qu'on ne continue, prends une seconde pour t'abonner. Ici, on partage chaque jour des vidéos variées. Actualité, géopolitique, histoire, interviews et analyses. Parfois, on rit, parfois, c'est plus sérieux. Mais à chaque fois, il y a quelque chose à retenir. Et en t'abonnant, tu ne manqueras pas les sujets qui t'intéressent. Et tu rejoins une communauté qui apprend et avance ensemble. Si tu veux aller plus loin, ou alors soutenir la chaîne, tu peux devenir membre. Et si tu es curieux d'autres univers, nous avons d'autres chaînes. Excel Enrich pour l'univers tech, le jeune initié pour la culture et la spiritualité africaine. Je te laisse tous les liens en description. Voilà, c'est dit. On retourne au sujet. Est-ce qu'on doit vraiment croire Donald Trump ou Ursula von der Leyen? Demandons à un expert. Il n'a pas précisé qu'on sont, parce que les problèmes économiques, lui aussi. Les États-Unis, ils ont des problèmes économiques. La France a des problèmes économiques. Quel est le pays qui n'a pas de problème économique? Il faut le préciser. Donc, on n'a pas bien compris. Aussi, ce problème existe de ressources pétrolières, des chutes du prix du pétrole, il y a des tensions, mais ça ne permet pas au président américain de dire que l'économie russe va s'effondrer. Il n'a pas pu, au fait, c'est des paroles, c'est de Donald Trump. Demain, il pourra dire que l'économie russe, elle est forte, elle est capable de tout. Donc, je pense qu'on ne peut pas sérieusement... on peut dire que la Russie, comme tous les autres pays, parce que j'insiste comme tous les autres pays, parce que la Russie n'a pas une croissance économique, elle n'a pas une économie solide comme tous les autres pays. Aujourd'hui, ils sont confrontés effectivement à des soucis comme tous les autres pays, à des indicateurs économiques, à des déficits publics, à un taux d'intérêt, à une croissance un peu de revenus des exportations qui sont un peu en baisse, voire même plus en baisse, ça peut être. Donc, les prochains mois, ça peut être en rouge aussi, mais après 30 mois de guerre, il semble effectivement un souci pour l'économie russe. Certainement. On n'attend pas Donald Trump à nous dire que l'économie russe a un problème. Si l'économie russe a un problème, comme l'Europe a un problème. Aujourd'hui. Bon, je vais rajouter des éléments à ce que l'expert a dit, juste pour pouvoir mieux comprendre. Bon, déjà, on connaît le classique, la Russie est au bord de l'effondrement, les sanctions vont faire plier rapidement la Russie, ils sont déjà au rouge à cause des sanctions qui font effet et blablabla et blablabla. On l'a entendu depuis 2022, comme j'expliquais. La stratégie derrière, elle est simple. Elle est psychologique et géopolitique. L'objectif est de décourager le soutien international à la Russie, créer des doutes sur la capacité de son gouvernement à tenir. Ainsi, justifier l'effort massif des armes ukrainiennes. N'oublions pas que plus l'OTAN achète les armes
pour le compte de l'Ukraine, plus ce sont les États-Unis exclusivement qui s'enrichissent. Parce que les États-Unis vendent les armes à l'OTAN et l'OTAN prend les armes là et donne à l'Ukraine. Donc maintenant, je peux expliquer pourquoi est-ce que l'économie russe s'en sort. Factuellement, la Russie produit du pétrole, du gaz, du charbon, des céréales, des métaux stratégiques. On parle de secteurs dont la demande mondiale reste forte. En période de guerre comme en période de paix, encore plus même en période de guerre, mais la demande reste forte. Ces exportations d'énergie sont un levier énorme parce que les pays européens et asiatiques en ont besoin constamment, même face aux sanctions, surtout face aux sanctions. Résultat, la Russie a développé des circuits alternatifs. Par exemple, le pétrole est vendu à l'Asie ou alors via les routes contournant les sanctions occidentales. Parce que l'Occident, ce n'est pas le monde. C'est un petit bloc de terre, nuisible certes, mais un petit bloc de terre. La Russie dispose de réserves en devises en or. En or. L'argent de la Russie n'est pas basé sur la spéculation, comme l'est le dollar. Donc, on parle de plusieurs centaines de milliards de dollars en or que la Russie a. Ça fait longtemps que la Russie a appris à vivre sous pression. Après les sanctions de 2014 déjà, les Russes ont créé des mécanismes internes pour pouvoir maintenir la stabilité. Donc, le contrôle du capital, les substitutions aux importations et j'en passe. Il y a plein de stratégies qu'ils ont mis en place. Le truc, c'est que quand les von der Leyen et j'en passe, bref, les dirigeants européens parlent de sanctions contre la Russie, on a l'impression que ces sanctions-là datent de 2022. Ce n'est pas le cas. Les sanctions datent de 2014. Donc là, on parle déjà de plus de 10 ans où la Russie a bien appris tous les mécanismes qu'il faut pour pouvoir résister aux sanctions. On parle carrément d'une si bonne maîtrise dans les sanctions occidentales que la Russie a mis une filière dans ses universités uniquement pour apprendre à comment résister et contourner les sanctions occidentales. Oui, d'un cursus universitaire en géopolitique uniquement pour ça. Vous pensez que les gars qui vont sortir de cette école-là seront originaires d'où, à votre avis? Donc, la Russie maîtrise déjà son kung-fu, au point où elle est capable d'enseigner ça déjà aux autres, tellement elle a maîtrisé le kung-fu de la gestion des sanctions occidentales. Contrairement aux prévisions catastrophiques du bloc occidental, l'inflation russe reste contenue et le chômage est très faible. Et, important de préciser, le prix de l'énergie compense largement les difficultés des autres secteurs. Ça veut dire qu'ils ont fait un marché où un secteur qui gagne plus est capable de réguler les autres secteurs parce que lui, il a un afflux d'argent. Ce n'est pas chacun livré à soi, non. Si on doit même parler de croissance comparée à l'Occident, en 2023 et 2024, malgré la guerre et les sanctions qui étaient à plus de 25 000, la Russie s'en sort mieux que l'écrasante majorité des pays européens. D'ailleurs, mieux que les États-Unis. Les Russes ont un déficit budgétaire maîtrisé, une balance commerciale excédentaire grâce aux exportations de l'énergie et surtout de matières premières. Trump et von der Leyen mentent pour exagérer la faiblesse russe qui n'existe pas et surtout maintenir leurs dépenses continues. Dans le cas de Trump, il fait son commerce. Il a besoin que l'Europe arrête d'acheter le pétrole russe pour acheter le pétrole américain. Mais comme on l'a dit, c'est impossible vu que les infrastructures européennes sont configurées pour acquérir le pétrole russe. Donc, il y a déjà ça. Depuis le début, Trump veut vraiment que l'Europe achète exclusivement le pétrole aux Américains, c'est tout. Donc c'est pour ça qu'il dit ça. Vu que quand il va dire ça, il va dire que mais vous dites que vous voulez affaiblir la Russie. La Russie est déjà faible. Ce qui maintient encore la Russie un peu comme ça, c'est le fait qu'ils vendent le pétrole. Donc vraiment, poussons, arrêtez d'acheter là-bas, achetez chez moi. Comme ça, la Russie va tomber, on est content, n'est-ce pas? Hey, salut moi. C'est ça l'objectif de l'autre côté, du côté américain. L'objectif de von der Leyen, c'est de pouvoir continuer de financer une guerre. Suivre les directives qu'on lui donne tout simplement, c'est-à-dire permettre à l'oligarchie européenne de déclencher une guerre pour pouvoir rebattre les cartes parce qu'ils sont en très grande perte de vitesse. Voilà ce qui se passe. La Russie est très loin de l'effondrement. Elle tient infiniment mieux que ce que l'Occident avait prévu au début de la guerre et même au début des sanctions en 2014. Parce que ses fondamentaux économiques, c'est-à-dire l'énergie, les matières premières et les réserves, sont solides. Ça lui laisse donc une marge de manœuvre que beaucoup de pays de l'Occident envient. Ils n'ont pas. Ils ne sont même pas à côté de ça. Et peu importe ce qu'ils font, leur propagande ne va pas changer la réalité sur le terrain. Une fois de plus. Ce qui compte, c'est ce que les gens voient, non? Aujourd'hui, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a présenté le point de vue de Moscou sur l'état actuel de l'économie russe. En ce qui concerne ces déclarations, il existe une réalité manifeste dans l'économie russe qui démontre de manière on ne peut plus éloquente que, malgré les milliers de sanctions imposées contre notre pays, notre économie conserve pleinement sa stabilité, sa prévisibilité et l'orientation sociale de l'État. Elle respecte ses engagements sociaux envers la population et en planifie la réalisation pour les années à venir.
Claire. L'économie nationale fonctionne de manière pour les années à venir. L'économie nationale fonctionne de manière à répondre intégralement aux besoins de nos forces armées qui mènent l'opération militaire spéciale. Il y a quelques jours, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie était loin de la récession économique. Je pense que nous sommes encore loin de la récession, le marché du travail en témoigne. Nous restons en effet à un niveau de chômage historiquement bas, un peu plus de 2%. Or, c'est l'un des indicateurs clés de l'état de l'économie permettant de dire si l'on est ou non en récession. Mince, 2%, un peu plus de 2%. Mince. Quand les pays sont dirigés par les vrais gens, les résultats se voient. Le marché du travail indique le contraire. En mai, le président russe a qualifié de bons les indicateurs de croissance économique de la Russie. Selon lui, la croissance économique a touché plusieurs secteurs, notamment l'industrie, l'agriculture, le numérique, les services et la finance. Mais revenons à New York et aux déclarations de Donald Trump. Lors de son discours à l'Assemblée générale des Nations unies, Trump a menacé la Russie d'un ensemble très important de droits de douane si l'Union européenne faisait de même. Selon lui, cet ensemble de mesures mettrait fin très rapidement à l'effusion de sang si la Russie n'était pas disposée à conclure un accord pour mettre fin au conflit avec l'Ukraine. Mais cette cohérence économique anti-russe entre Donald Trump et Bruxelles est-elle réalisable? Dans sa déclaration, il demande aux Européens de voir les pays qui achètent du pétrole, du gaz russe d'arrêter. Il demande aux Européens de faire pression, de ne pas acheter, de faire pression sur la Chine et sur l'Inde, de ne pas acheter du gaz, mais c'est irréalisable. Mais l'Europe ne fera pas pression sur la Chine. Si la Chine souhaite acheter du gaz et du pétrole russe, il achètera du gaz et du pétrole russe. Donc l'Europe ne le fera pas. En fait, le truc, c'est qu'ils vont même sanctionner ça comment? Comment est-ce que tu sanctionnes un pays comme la Chine quand ce pays décide de faire affaire avec la Russie? Tu sanctionnes ça comment, en fait? Via les droits de douane, les mêmes droits de douane qu'on a vu en début d'année, à quel point ça a porté préjudice plutôt aux Américains. Quand il est arrivé qu'ils ont commencé leur jeu là, au 100%, 125%, 135%, les bateaux se sont arrêtés net en milieu d'océan. Attendez, le temps que vous finissez de faire vos jeux là, on n'est pas là pour plaisanter avec vous. Il s'agit de la marchandise, des investissements des gens. Pensez qu'on est vos amis, on n'est pas là pour rigoler. Après, qui a rétro-pédalé? C'est toujours Donald Trump. Donc, il a fini de bavarder. Tout ça pour revenir exactement là où il était. Quand ça allait, il va menacer la Chine de quelle manière? Si la Chine achète le pétrole à la Russie, si la Chine achète quoi que ce soit à la Russie, ils vont faire quoi? Intervenir militairement, intervenir économiquement, bouder. Trump peut faire quoi? La Russie a affirmé à plusieurs reprises qu'elle résisterait aux sanctions imposées par l'Occident car cela fait déjà plusieurs années qu'elle y est confrontée. Rappelons quelques déclarations de dirigeants occidentaux sur l'économie russe au tout début de l'opération militaire spéciale. Merci même de nous avoir fait la compilation. Allons-y. La faillite de la Russie n'est qu'une question de temps. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, souhaite que des armes soient rapidement livrées à l'Ukraine et que les sanctions contre la Russie soient renforcées. On était le 17 avril 2022. Continuons. Le rouble a déjà perdu 30% de sa valeur. La bourse russe a perdu 40% de sa valeur. Ses opérations restent suspendues. L'économie russe est ébranlée et Poutine est le seul à blâmer. Là, on était le 1er mars 2022. Continuons. Guerre en Ukraine. L'économie russe souffre beaucoup. Les chiffres officiels sont de la propagande pour Macron. Là, on était le 21 février 2023. Et il y a eu plein de déclarations comme ça. Flop. On dirait que chaque semaine, il y avait un nouveau qui arrivait. L'économie russe était toujours à ça. On ne comprend pas comment on peut être autant proche de la défaite sans jamais échouer. C'est l'infini renforcer ce truc. Vous vous rapprochez à l'infini, mais sans jamais atteindre le zéro. Imaginez seulement, plus de 30 000 sanctions ont été imposées à la Russie, ce qui en fait le pays le plus sanctionné au monde. Et pourtant, notre économie ne s'est pas effondrée. La Russie résiste. Il semble que l'Occident n'est pas si intrépide et en réalité n'a pas le courage d'admettre l'échec des sanctions contre la Fédération de Russie. C'est un message très fort qui est passé à l'international. Dites vous-même que quelque part, c'est une raison pour laquelle les dirigeants occidentaux sont obligés d'essayer de marteler que la Russie ne s'en sort pas avec les sanctions. Que la Russie, voilà, avec les sanctions-là, ne
ne réussit à rien, ils sont au bord du précipice et patati et patata. Parce que c'est un message très fort. C'est un message qui dit au monde entier que l'Occident n'est plus capable de menacer personne. Vous imaginez, pendant des décennies, vous avez eu la possibilité de jouer comme vous voulez, faire